Donc voici Dunkerque, tel que vous le connaissez. Alors avec peut-être une prise de vue sous forme de révolution, hein, comme tu le disais tout à l'heure, j'aime bien le terme. En fait, c'est une prise de vue tout à fait classique, puisqu'elle suit l'axe Manche-Mer du Nord, et elle permet d'oublier un peu que Dunkerque est au bout de la France, etc. Ça n'est qu'un concept intellectuel, ce bout de la France. On est au milieu d'un territoire, comme tous les autres territoires, d'autant plus que on n'est pas coupé par des montagnes, etc. Et on est sur un territoire extrêmement ouvert, puisque si on trace un cercle de 100 km autour de Dunkerque, on a 49% de ce cercle qui est couvert par la mer, donc qui nous permet de nous connecter au monde entier. Donc, je salue Yves Lalo, présent, qui pourra nous en parler à travers sa dimension portuaire, mais c'est vraiment c'est un facteur d'ouverture extrêmement important et qui a agi sur qui a gouverné en fait toute l'histoire du Dunkerquois, et je pense que ça gouvernera toujours l'histoire du territoire. C'est aussi une dimension de risque pour ce territoire, hein, vous aurez peut-être l'occasion d'en débattre. On pourra aussi voir concrètement ce que ça veut dire quand on ira en haut du Belvédère ce midi. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Toujours autour de ce cercle de 100 km, il est occupé à 31% par le territoire français, 16% par la Belgique, 3% pour le Royaume-Uni et 1% pour les Pays-Bas. Donc là aussi, on ne peut pas travailler sur un territoire comme le nôtre sans avoir ces dimensions en tête. Les dimensions transfrontalières sont bien entendu indispensables. Alors, petit retour en arrière pour observer la transition. On peut déjà faire un petit flashback pour voir ce qui s'était passé lors des quelques décennies qui nous précèdent. Dans les années 30, on est sur un territoire ici, donc vous avez Dunkerque, le centre de Dunkerque, hein, anciennement donc Malo-les-Bains qui est devenu un quartier de Dunkerque, Rosendal ici, un espace balnéaire et dunaire extrêmement important, le port, hein, dans sa dimension un peu historique qui représente aujourd'hui le port Est. Quelques axes importants, hein, c'était des nationales, hein, ici la ville de Bergue, ici Grande-Sainte, que vous devez peut-être connaître, hein, là à l'époque Grande-Sainte c'était 2000 habitants à peu près, aujourd'hui c'est 20 000 habitants. Voilà, donc une organisation autour d'une ville et de petits villages un petit peu disséminés et un espace agricole extrêmement important avec une gestion permanente de l'eau, hein, puisqu'on est ici sur un territoire de polder. Alors, les années 50, donc on fait suite à la guerre, un territoire ici en centre d'agglomération, donc territoire de reconstruction. Le port également reconstruit, hein, qui aurait pu définitivement disparaître, mais grâce à l'acharnement en particulier des Dunkerquois, on a décidé de reconstruire un port sur Dunkerque. Aujourd'hui, on ne le regrette pas du tout. Le port qui commençait déjà à s'étendre un peu vers l'ouest. Ici, on garde toujours cet espace balnéaire et dunaire. Ici, c'est un aérodrome. Et on voit dans les années 60 un véritable bouleversement de ce territoire avec des décisions d'État importantes, l'implantation de la sidérurgie sur l'eau, l'arrivée d'Usinor. Hein, donc ce territoire balnéaire est en train de disparaître petit à petit, le port s'étend. Ici, on commence à construire la digue du Brec, hein, qui est un ouvrage absolument exceptionnel. Et on voit ici donc l'espace d'implantation d'Usinor, et puis un écosystème industriel qui est en train de se constituer autour de la sidérurgie, sachant que bien avant la sidérurgie, les hydrocarbures étaient déjà très très présentes sur le territoire. On avait également d'autres industries, le port véhiculait également
énormément de matières différentes, que ce soit le charbon, mais également le sucre. Hein. Ici, vous êtes à la halle au sucre, c'est pas pour rien, il y avait 2 halles de ce type à l'époque. C'était un port sucrier extrêmement important également. Et on voit ici, avec l'arrivée d'Usinor, une arrivée massive de main-d'œuvre hein, qui viennent d'un peu partout. Alors d'abord plutôt du bassin minier, également de Lorraine, et puis également du Maghreb et de différents pays étrangers. Et donc, à cette époque-là, le Dunkerquois a connu une croissance démographique exceptionnelle. On remarquera que cette croissance démographique se situe précisément un peu au même moment que les premiers effets du baby-boom. Et donc aujourd'hui, on subit en fait un double effet papy-boom, hein, lié au phénomène démographique global qu'on connaît dans toute la France, mais également à cet afflux massif de main-d'œuvre, ce qui est extrêmement complexe à gérer aujourd'hui. On l'étudie de très près dans le cadre de notre schéma de cohérence territoriale. Voilà, dans les années 70, le site portuaire s'agrandit énormément. On a le port central, on commence à creuser également le port ouest. L'industrie poursuit son implantation. On a tout le territoire ouest qui est petit à petit entouré par les industries. Et voilà, on voit bien la situation des années 90 qui est quand même très très proche de la situation actuelle, avec cet écosystème qui a continué de se constituer. Donc on voit bien le phénomène de transition depuis l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui, qui a été quand même très très puissant, hein, sur des échelles de temps qui sont très très courtes. Alors c'est d'autant plus intéressant ce qui s'est passé ici que lorsqu'on regarde de l'autre côté de la frontière, le modèle économique qui a été, en tout cas l'orientation économique qui a été prise est totalement différente, et aujourd'hui on a suffisamment de recul pour pouvoir se comparer. Hein, et lors d'une autre occasion, d'une autre présentation, si vous faites l'honneur de m'inviter, j'aurai l'occasion de vous en parler. Donc ici, on retrouve bien le port ouest, le port central, le port est, la sidérurgie, l'écosystème industriel, etc. Alors cet écosystème industriel, qu'est-ce que c'est? Alors c'est quelque chose de très simple, hein, qui est ici représenté. Alors, vous êtes face à la première toile industrielle qui a été mise en place sur un territoire, et en grande partie grâce à nos partenaires, dont le port, hein, qui nous a aidé à mettre à jour cette toile industrielle. Alors, elle est très très simple à comprendre, hein, je vais vous accompagner dans cette visite. Je vais d'abord vous expliquer quand même pourquoi on s'est lancé dans ce projet. D'abord, pour répondre un peu à tes interrogations de tout à l'heure, hein, pour pouvoir anticiper une transition, pour pouvoir la comprendre, il faut déjà en avoir une certaine lecture et avoir une situation en T0. En 2008, on se posait énormément de questions sur la situation et la place de l'industrie dans le Dunkerquois. Le débat était très très mal parti. En gros, c'était industrie versus service. On arrête l'industrie dans le Dunkerquois, on va faire des services, c'est plus propre les services. Ce qui ne voulait rien dire, puisque l'industrie est un formidable générateur de services. Les services sont eux-mêmes de plus en plus industriels. La séparation entre les deux est de plus en plus ténue. Donc c'est pas à travers cette transition industrie-service qu'on avait une bonne lecture de l'évolution de notre territoire. Et donc pour en avoir une bonne lecture, on s'est dit on va mettre tout ça noir sur blanc et on va essayer de comprendre quel est cet écosystème industriel. Alors, ce schéma se lit de façon très très simple. Ici, on a une partie bleue. Donc cette partie bleue, c'est la région Flandre-Dunkerque. Grosso modo, notre bassin d'emploi. Et ici, vous avez différents établissements. Tous ces établissements sont implantés géographiquement sur notre bassin d'emploi. En haut du schéma, on a les différents terminaux du grand port maritime de Dunkerque. Ici, par exemple, les terminaux du port central, avec terminal aux aciers, terminaux céréaliers, terminal ArcelorMittal, etc. Voilà, donc on peut voir concrètement ce que ça représente. Et sur les côtés, on a représenté les relations de notre écosystème industriel avec les marchés internationaux, les principales entreprises, clientes et fournisseurs hors du territoire.
Comme je l'expliquais tout à l'heure, on est sur un territoire qui est extrêmement connecté à l'échelle internationale, du fait du port de Dunkerque, mais également de la proximité d'un ensemble portuaire très complet. Et on a aussi aujourd'hui beaucoup de relations avec le port d'Anvers, le port du Havre, Rotterdam, Zeebrugge, etc., etc. Donc on les suit aussi à travers la toile. Dans la toile, on trouve aussi des entreprises qui sont clientes ou fournisseurs donc d'établissements implantés sur le territoire. Et ces entreprises sont regroupées par grands marchés. Par exemple, ici, la construction, BTP, construction navale. Voilà. Et donc, pour chaque établissement, on a un certain nombre d'informations. Donc, tout ça est dans des bases de données extrêmement complexes, mais je vous fais l'économie de tout cela. On retrouve ici donc le nom de l'établissement, le nom du groupe, sa nationalité, sa localisation, sa ville de localisation, son effectif, et puis des informations sur sa production. Donc ici, c'est production de boissons rafraîchissantes, vous connaissez tous Coca-Cola. Et puis bon, voilà, des informations qualitatives ou quantitatives sur sa production. Et là, ici, entre ces établissements, on voit des petites flèches. Par exemple, ici, j'ai une moto qui fournit de l'aspartame. Bon. Donc c'est extrêmement simple à lire, ça se lit comme une carte routière. Telle entreprise produit tel bien ou tel service et le fournit à une autre entreprise. Il n'y a rien de plus simple, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat en économie pour comprendre ça. Sur le côté, on retrouve également les services aux entreprises qu'on ne peut pas faire figurer dans la toile, parce que bon, elle serait noire de flèches. Et donc on peut retrouver donc, cette base de données des principaux établissements de services aux entreprises, leur localisation, activité, nombre de salariés, etc. Bon, derrière la base de données, effectivement, on a d'autres informations, le nom du directeur, son numéro de téléphone. Voilà la toile industrielle. Bon, alors à quoi ça sert? Bon, ça peut servir à beaucoup de choses. Nous, au départ, on l'a utilisé pour avoir déjà une certaine lecture de l'actualité économique. Bon, exemple, matin, on travaille très très tôt, on est devant son ordinateur, on voit un article sur Renault. Voilà, Renault profite du rebond du marché automobile en juin. Bon, c'est un article un petit peu vieillot, mais on peut sortir d'autres articles beaucoup plus récents. Bon, rebond du marché automobile, ça veut dire quoi pour le Dunkerquois, sachant qu'il n'y a pas d'industrie automobile dans le Dunkerquois? Allons voir sur la toile. Alors sur la toile industrielle, on retrouve le marché automobile donc sur le côté de la toile, les relations à l'échelle internationale, avec Toyota, Fiat, Renault. Tiens, l'article concernait Renault. Bon, est-ce que on a des entreprises qui travaillent avec Renault? Eh bien, effectivement, on a une entreprise qui s'appelle Ducaplast, qui produit des emballages plastiques, et en grande partie, quasi exclusivement pour le marché automobile. Renault fait partie de ses clients. Donc l'activité de Renault aura un impact sur son activité. Alors on revient chez Renault, on voit qu'il y a une grosse flèche marron qui nous emmène vers ArcelorMittal Mardic. ArcelorMittal Mardic, c'est 70 à 80% de sa production pour le marché automobile. Si on a un rebond du marché automobile, l'impact sur ArcelorMittal Mardic est quasiment direct. Son activité, bon, on peut aller la voir de près. Ici, donc, on a des bobines d'acier qui servent essentiellement pour les carrosseries automobiles. Pour produire ces bobines, il faut des coils. Donc, ce sont des bobines d'acier plus grosse dimension, plus grosse épaisseur. Donc 1,4 million de tonnes de coils. D'où viennent ces coils? d'ArcelorMittal Dunkerque. Voilà, c'est tout simple, donc on suit la flèche, on arrive dans les hauts fourneaux, on prend un peu de chaleur, donc on sort et on regarde un peu ce qui se passe autour de nous. Pour produire ces coils, il nous faudra des minerais, il faudra minerai de fer, etc. Il faudra du charbon, coke, etc. Et donc on remonte assez rapidement au terminal ArcelorMittal du port, puisque l'activité du port, en lien avec ArcelorMittal, c'est 30% de son activité. Donc s'il y a un rebond de l'activité d'ArcelorMittal,
l'impact sur l'activité portuaire sera aussi direct. Et on pourra d'ailleurs le lire dans le bilan d'activité à la fin de l'année, on aura compris ce qui se passait déjà en cours d'année. Alors, si on retourne autour de l'entreprise, on trouve également des contrats de fourniture, des mégawatts, 255 mégawatts qui vont où? Qui vont ici chez Decasys, donc une usine de cogénération qui produit de l'électricité à partir des gaz de haut fourneau. Donc le lien est également direct, il y a également l'apport d'eau chaude pour le réseau de chaleur dunkerquois. Voilà, donc on a un aperçu ici aussi de cette logique d'économie circulaire qui est en train de se développer assez rapidement dans le Dunkerquois, Dunkerquois qui est assez précurseur quand même dans un certain nombre de domaines pour l'économie circulaire. Je vous rappelle qu'on est parti d'un petit article qui parlait de Renault. Si on reconstitue toute la chaîne, on a une lecture, certes partielle, mais on a une première lecture des impacts potentiels de ce petit article, de cette petite information économique sur l'écosystème dunkerquois. Christina, notre collègue qui suit en permanence ces informations économiques, me sortait ce matin un article sur Caterpillar. Les difficultés que rencontre Caterpillar aujourd'hui auront aussi un impact sur cet écosystème, même si Caterpillar n'est pas du tout implanté dans le Dunkerquois. Caterpillar est ici, dans ce petit rectangle. Si on suit la flèche, l'activité de Team, qui produit des cabines d'engins, sera directement liée à l'avenir de Caterpillar. C'est leur principal client. Voilà. On peut aussi utiliser, alors autre piste, on peut utiliser cette toile industrielle pour identifier des filières potentielles pour récupérer des matériaux, pour produire de l'économie circulaire sur ce territoire et puis avancer sur peut-être un rapprochement entre industriels ou bien pour essayer d'attirer des producteurs qui pourraient trouver un intérêt. Donc, par exemple ici c'est une identification des résidus de sidérurgie, donc essentiellement les laitiers, voilà, les différents producteurs de laitiers sur le Dunkerquois, on les identifie simplement avec un crayon, là c'est un poster, c'est tout bête. Et puis est-ce que sur ce territoire on a des utilisateurs potentiels de laitiers? Effectivement, on peut en retrouver aussi bien dans tout ce qui est industrie liée à la production de ciment, de béton, etc. L'agroalimentaire, l'agriculture, voilà, on peut trouver différents débouchés potentiels. Et donc pour l'économie circulaire, c'est particulièrement intéressant pour de la prospection, de la promotion économique, également pour faire des simulations, optimiser les flux de matériaux, travailler sur des synergies. C'est aussi un outil stratégique de développement pour le port. Et donc on travaille vraiment en étroite collaboration avec le port pour faire vivre cet outil et passer à la génération suivante de la toile industrielle. Et l'idée étant qu'à l'avenir, on puisse développer peut-être un social network entre un réseau social, donc entre les entreprises qui sont implantées sur le territoire, pour que cet écosystème ne soit pas qu'un fait ou observé aujourd'hui, mais devienne aussi un objet de coopération entre les entreprises. D'ailleurs, ça commence déjà avec les nouvelles implantations, l'Ecofos, etc. Donc on est en train de développer une espèce de réflexe d'économie circulaire sur le territoire. Voilà, donc elle est à notre disposition pour en discuter. Quand on peut se donner le temps d'en avoir une lecture, de se poser devant cette toile, quand elle est un peu plus lisible que sur un écran, on peut aussi se rendre compte un peu des piliers économiques sur lesquels repose le territoire. Vous voyez à peu près de là où vous êtes assis qu'il
il y a énormément de flèches qui se dirigent vers cet établissement. Ici, c'est ArcelorMittal Dunkerque. On peut faire une simulation, allez, soyons fous, arrêtons la production d'ArcelorMittal Dunkerque et regardons ce qui se passe. Vous allez me dire, mais vous êtes fous. Pas totalement. Je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter après pendant la table ronde. On a connu ce scénario avec l'arrêt du raffinage, la raffinerie des Flandres. Et cette lecture a été d'autant plus forte et impressionnante que l'intersyndicale de Total est venu chercher la toile industrielle à l'agence d'urbanisme juste après, quasiment le lendemain de sa présentation, pour l'utiliser pour les négociations de la suite de l'unité sur le Dunkerquois. Et on avait pu démontrer qu'en arrêtant le raffinage, on arrêtait non seulement l'exploitation d'une entreprise et puis les relations avec quelques sous-traitants, mais c'était tout un écosystème industriel qui était bouleversé. C'était 17% du chiffre d'affaires du port. C'était la disparition de débouchés pour des entreprises qui venaient d'investir dans les biocarburants, notamment Diester Industrie. Diester Industrie, 3 ans après la fermeture de la raffinerie Total, Diester Industrie a fermé ses portes. Voilà. Donc c'est un outil très très utile pour nous, qui commence à faire des petits un peu à droite à gauche. On compte bien quand même garder une longueur d'avance. Voilà. Voilà, je vous remercie, je suis à votre disposition pour en discuter.